Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Code en Java, le repère des passionnés de code et de pixels bien alignés. Dans cette vidéo, je propose de mettre en place une classe pour hacher les mots de passe. Mais avant de commencer à coder, je pense qu'il est important de refaire un petit point entre la notion de hacher et de chiffrer. Donc je vais essayer de répondre à une première question, qu'est-ce qu'un hash? Donc, à vrai dire, lorsqu'on démarre dans le développement informatique, on entend souvent parler des termes hash, SHA-256, MD5 ou encore des mots de passe hachés. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un hash? Donc, on va dire, pour faire simple, un hash, c'est ce qu'on peut appeler aussi une empreinte numérique. C'est comme l'empreinte digitale, elle doit être unique. Et elle représente donc cette empreinte numérique. Et comment fait-on pour l'avoir? Alors, disons, je cherche un peu mes mots pour essayer de dire ça simplement. On va dire que c'est le résultat d'une fonction mathématique qui transforme, on va dire, une donnée de n'importe quelle taille en une chaîne de caractères de taille fixe. Donc, exemple, si je prends, ce que je peux commencer peut-être à faire, c'est créer la classe comme ça, et ensuite j'aurai une zone d'écriture. Donc, je vais créer un nouveau package. Je vais l'appeler vintage.utile. Là, comme ça, je vais mettre tout ce qui va être utile. Donc, vintage.utile. Voilà. Et donc, à l'intérieur, je vais mettre ma classe. Ma classe. J'avais dit que je l'appelais au début de la vidéo Asher. Voilà. Et elle sera finale, ça veut dire que c'est comme ça va être une classe qui va fournir uniquement des outils dans lesquels on ne stockera pas de données, rien du tout. Donc je la mets final, comme ça on ne pourra pas non plus l'utiliser pour faire de l'héritage. Voilà. Donc je vais écrire comme ceci. Donc je vais prendre, on a dit que H, on va dire, une fonction mathématique, qui transforme, on va dire, une donnée euh, on va dire de n'importe quelle taille en une chaîne de caractères, on va dire de taille fixe. Donc ça veut dire que quel que soit le message que je vais mettre à l'entrée, à la sortie, j'aurai toujours une séquence de taille fixe qui n'a rien à voir avec la taille des caractères à l'entrée. Donc déjà, ça simplifie et ça évite les risques d'attaque pour essayer de comprendre comment ça marche. Donc si je prends, par exemple, le message, par exemple, bonjour, voilà, et que j'utilise, on va dire, l'algorithme, on va dire SA 256. Donc, je vais obtenir par exemple une séquence, hein. Par exemple, je peux obtenir cette valeur-là, pourquoi pas, et puis plein d'autres caractères, voilà, et ça se termine qu'à 44. On va dire cette séquence
est composé, on va dire, de 64 caractères. Alors pourquoi 64 caractères? Donc là ici j'ai bien 256 bits. Donc 256 bits, ça me fait à peu près 32. On est sur 32 octets, c'est ça? Voilà. Et on va dire un octet, ça peut stocker deux caractères. Un octet, on va dire deux caractères. Donc, au final, il y a 64 caractères hexadécimales. Voilà, c'est ce qu'on peut essayer de dire, hein. D'accord? Euh, Ça, c'est pas mal. Donc comme ça permet de rentrer dans le truc. Donc je vais mettre une petite image parce que là, maintenant, je vais continuer à parler un peu. Donc je vais pas utiliser ceci. Je vais mettre un écran. Là, j'ai généré une image de manière à avoir un peu de gaieté à l'écran avec tout ce que je vais raconter. Alors, cette chaîne qu'on vient de voir là sur ici, la chaîne qui est ici, à cet endroit, euh, va représenter ce qu'on peut appeler le hash ou l'empreinte du texte. C'est-à-dire c'est une empreinte numérique. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est si je modifie un caractère, un seul caractère dans le texte original, même de un seul caractère. Bah, imaginons que j'avais B majuscule, je le mets en B minuscule. Cette petite modification va entraîner un résultat qui sera totalement différent à la sortie. Donc on ne pourra pas comprendre à quel endroit il y a eu cette modification. Alors ceci est matérialisé par les spécialistes par ce qu'on appelle l'effet d'avalanche. Donc c'est une propriété qui est hyper essentielle dans le hachage. Toute petite modification entraîne un changement radical de la sortie. D'accord? Ça, c'est hyper important. Voilà. Ensuite, après, au début, j'ai parlé qu'il existait différents algorithmes de hachage. Il y a l'algorithme SHA-256, par exemple, et le MD5. Donc, SHA, ça signifie Secure Hash Algorithm. Et 256, ce que ça veut dire, travaille sur 256 bits. Alors, il faut savoir que le SA256 fait partie évidemment de la famille des SHA-2 et qu'il a été conçu par l'organisme d'État américain, la NSA. Donc son objectif de ce SHA-256, c'est de faire en sorte que quelle que soit la taille du message à l'entrée, on a toujours en sortie une taille de 256 bits. Donc ça veut dire que ça représente 64 caractères. Donc je crois que j'avais fait une petite image. Voilà. Et donc, l'une des principales forces de cet algorithme, c'est qu'il a une très forte résistance aux collisions. Alors la collision, c'est quoi? C'est lorsque je prends deux messages différents. Pour faire simple, on va dire, on dispose d'une infinité de messages possibles. Mais le problème, c'est que la sortie, on a une sortie qui est finie, puisque on va pouvoir disposer de 2 puissance 256 combinaisons possibles. Alors, oui, c'est un nombre immensément grand, hein. On aurait du mal à se le représenter. On peut dire que, on pourrait dire que ce nombre de combinaisons est plus grand, par exemple, que le nombre d'étoiles qui seraient observables dans notre univers. Donc ça veut dire que c'est très 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 grand. Donc ça veut dire que le risque de collision est
pratiquement insignifiant, voire toujours possible. Mais je veux dire que la probabilité est très 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 faible et qui en fait un standard aujourd'hui moderne et très utilisé. Alors évidemment, pour augmenter et réduire cette probabilité, il existe d'autres algorithmes. Il y a c'est-à-dire celui qui utilise SAH 384. Donc là, on passe à 384 bits, donc c'est encore beaucoup plus grand. Et ensuite, après, il y a encore une version au-dessus, le SAH 512. Donc là, 2 puissance 512. Vous voyez, c'est encore beaucoup, beaucoup plus grand. Donc au niveau des critères de sécurité, là, on serait pas mal. Mais déjà, pour nous, dans nos applications qu'on va réaliser, et dans la majorité des applications standards, le SAH 256 convient très bien. Donc, ensuite, tout à l'heure, j'avais parlé du MD5, comme il apparaît ici, là, sur l'écran. MD5, on va dire que le MD5, c'était le premier algorithme. C'est un algo qui est aussi de hachage. Alors, MD5, ça signifie Message Digest Algorithm 5. Il a été conçu à peu près comme sur l'image en 1991 par le crypto américain Ronald Rivest. Alors, ce personnage a aussi travaillé euh, et a participé à la création aussi du chiffrage RSA. Euh, dans des vidéos précédentes ou dans d'autres vidéos concernant le chiffrage, je parle de cet algorithme. Donc le MD5, comme SAH, il transforme n'importe quel type de données de n'importe quelle taille en une empreinte de taille fixe. Donc la différence entre le MD5 et le SAH, SHA 256, c'est qu'il produit cette fois-ci une empreinte de 128 bits, c'est-à-dire 16 octets, donc soit 32 caractères hexadécimaux. Alors, ce qui est important aussi de rappeler, comme pour toutes les fonctions de hash, elles possèdent les propriétés suivantes. La même entrée produira toujours le même résultat. J'ai beau faire une boucle et mettre par exemple 1 million de fois le mot bonjour, toujours écrit de la même manière, bah, ça produira toujours la même empreinte. Une petite modification à l'entrée, c'est-à-dire changer, mettre un majuscule à la place d'un minuscule par exemple, bah, ça change radicalement le contenu de l'empreinte. Donc ça c'est la même propriété que le SHA. L'avantage que présente celui-ci, c'est que le calcul est beaucoup plus rapide puisqu'il travaille sur 128 bits et non pas sur 256. Donc il va beaucoup beaucoup plus vite. Et comme toutes les fonctions de hash, il a été conçu pour être à sens unique. C'est-à-dire, lorsque j'ai haché quelque chose, je ne peux pas revenir en arrière. C'est impossible. La fonction mathématique a été conçue dans ce sens. Elle n'est pas faite pour retrouver le message d'origine. Ce n'est pas son rôle. Alors, il faut bien voir que cette légende, le MD5, pendant plusieurs années, on va dire jusqu'aux années 2000, il était très utilisé. Il permettait de vérifier l'intégrité des fichiers, stocker des mots de passe comme pour les SH. Il était utilisé dans la signature numérique et dans de nombreux protocoles de réseau. Ensuite, ben, comme c'était travaillé sur 128 bits, des chercheurs ont travaillé sur vérifier s'il n'y avait pas une faiblesse au niveau des collisions. Et c'est à peu près comme je l'ai dit tout à l'heure, vers les années 2000, une équipe a réussi à démontrer que en faisant des attaques, il permettait de générer des collisions. Il pouvait générer des collisions. Donc, si on était capable de faire ça, ça veut dire que deux fichiers totalement différents pouvaient avoir la même signature numérique. Donc là, il y a une très grosse faille de sécurité. Donc à partir de là, on a considéré que MD5 était cassé d'un point de vue cryptographie et il n'a plus été utilisé. Il n'est donc plus utilisé en sécurité et on lui préfère maintenant le SAH 256, voire 384, voire le 512.
Voilà, voici tout ce que je voulais dire en intro avant d'attaquer le code. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de mettre ça en place. Voilà. Alors comme c'est une classe utilitaire, je vais mettre un constructeur, je vais le mettre en mode private et je vais si par un parce qu'il est possible malgré que c'est private que on pourrait instancier l'objet quoi par des mécanismes que je parle pas d'ici mais c'est possible. Alors pour éviter ça, donc je vais rajouter mon constructeur, voilà, et je vais le mettre en privé. Voilà. Et à l'intérieur, ce que je vais faire, je vais faire une levée d'exception où je vais, ouais, et dans laquelle je vais venir faire assertion error et indiquer que c'est une classe utilitaire. Ah, donc throw new assertion. Est-ce que j'ai le droit? Assertion error, oui. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre la chaîne de caractères. Par exemple, je vais dire utility class. Utility class. Là, c'est. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, donc, je vais mettre ma méthode qui va permettre de faire du SH 256. Alors, ce que je vais faire, bah, je vais l'appeler, je vais faire public, statique. Elle va retourner donc une chaîne de caractères, puisqu'on avait dit que cette fonction mathématique transforme des données en n'importe quelle taille en une chaîne de caractères de taille fixe. Ok. Donc là, et donc cette méthode, je vais l'appeler SHA 256. Et elle va prendre un message. Enfin, je peux l'appeler input, pourquoi pas. C'est l'entrée. Voilà. Euh, ce qu'on va faire, on va s'assurer que si par exemple input était nul, que tout de suite il y a une levée d'exception. Donc, object, et je vais faire oui, impératif que ce soit non nul. Alors, qu'est-ce qui doit être non nul? Donc, ça va être l'input. Et là, j'ai précisé que l'input ne peut pas être nul. Cannot be nul. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ah, j'ai oublié le A. Donc ça, c'est une première chose que je vais faire. Ensuite, après, alors ce qui serait intéressant que je fasse, c'est mettre en place tout le cœur. Alors, pour faire le cœur, ce que je vais faire, je vais utiliser la classe message digest qui fait partie du package utility de sécurité et qui me permet de manipuler les algorithmes MD5, SH1, 256, 384 et 512. Donc je vais utiliser cette classe. Donc message, donc digest, voilà, et je vais l'appeler digest. Je vais voir si je l'ai dans le package. Donc ça fait bien partie du package Java Security. Voilà. Et ce que je vais faire, donc, je vais faire appel à message digest et je vais récupérer l'instance
C'est-à-dire ici, je vais venir lui préciser quel algorithme que je souhaite utiliser. Et donc l'algorithme que je souhaite utiliser, ça va être le SHA-256. Voici ce que je souhaite utiliser. Ah, donc là, il va y avoir une levée d'exception. Donc, ce que je peux faire, je vais mettre un try and cache. Ok, donc là, il me précise bien la levée d'exception, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé cet algorithme. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux mettre? Je vais mettre un petit message peut-être. Euh, Est-ce que je mets un message? Là, je peux faire par exemple throw new illegal. Illégal, je vais prendre illégal, illégal, qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que j'ai autre chose que ça? Ah, je peux prendre illégal state exception. Voilà, je vais prendre celle-ci. Et qu'est-ce que je vais mettre dedans? Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Donc là, je vais préciser, par exemple, je vais dire, bah, comme c'est une levée d'exception pour le SH 256, et je vais concernant l'algorithme, et donc pour cet algorithme-là, et je vais dire, il n'est pas valable. Là, je vais écrire ça comme ça. Voilà. Et ensuite, après, je passe l'information petit e. Voilà, voilà, donc comme ça, voilà. Et puis moi, je supprime ça. J'en ai pas besoin, puisque j'ai fait cette levée à cet endroit. Ok, donc maintenant, je retourne à cet endroit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, il faut que je récupère un tableau de caractères. Donc, il faut que je récupère un tableau. Donc, donc je vais faire byte. Là, un tableau de byte. Voilà, et je vais l'appeler par exemple H. Voilà, et ça va être égal. Donc on va faire appel à l'objet digest. Et normalement, moi ce que je dois faire, c'est récupérer l'information en prenant l'input. Donc là, à cet endroit, ce que je vais faire, je vais récupérer l'entrée. Alors cette entrée, ce que je peux faire par exemple, c'est nettoyer les espaces qu'il peut y avoir au début et à la fin. Par exemple, je peux avoir des espaces, donc je vais les retirer, pourquoi pas. Et ensuite, après, je vais faire get byte. Mais ce que je vais faire en sorte que j'utilise UTF-8. Et donc là, je vais faire standard. Et donc c'est standard char7. Point UTF-8. Voilà. Et ensuite, ce que je dois retourner l'information qui est une chaîne de caractères. Alors pour cela, je vais me fabriquer une méthode auxiliaire, donc pour faire le return ici. Là, je vais le mettre là. Donc je vais produire une méthode auxiliaire pour ce traitement. Alors comment je vais faire? Mon but c'est que je convertis un tableau de bytes en hexadécimal, une chaîne de caractères qui contient les hexadécimales.
Je vais faire c'est private, ok, statique. Elle va retourner un string, donc la chaîne de caractères qui va contenir l'empreinte, et je vais l'appeler, comme je lui passe un tableau de bytes, et je vais dire vers en hexa, puisque c'était le but. Donc, je lui passe donc un tableau de bytes. Alors, ce tableau de bytes, je vais l'appeler byte avec un S, comme ceci, pourquoi pas. Voilà. Donc, je vais utiliser le string builder, qui est assez souple, hein. Donc, string builder. Je vais l'appeler x, parce que c'est de l'hexadécimal que je souhaite avoir. Et je vais l'instancier. Et je vais l'instancier avec une taille déjà donnée. Donc, comme j'avais dit que je prenais à chaque fois un bloc, et chaque bloc, je faisais un caractère. Donc, new string builder, et je lui rentre la capacité. Et la capacité, ça va être le tableau. Point. Voilà. Et je le multiplie par 2. Voilà. Donc ça c'est fait. Et ensuite, je vais prendre pour chacun des bytes qui se trouvent dans mon tableau, je vais les convertir en hexa. Ouais. Voici comment je vais faire. Donc, for, donc je récupère un byte B dans le tableau de bytes. Donc, comment je vais faire? Donc, on va dire exemple. Par exemple, j'ai B égale, par exemple, en niveau égal à AE. Pourquoi pas? Donc voici le byte que j'obtiens, AE. Alors ce que je vais faire un premier bit B1 qui va contenir A, et ensuite le deuxième bit 2 va obtenir le E. Voilà. Voici ce que je veux faire. Donc, comment je peux faire? Bon, soit je vais le faire pas à pas, je peux faire byte, je peux l'appeler B1, pourquoi pas, égal. Donc, je vais prendre... ah, là, ici, ce qu'il faut que je m'assure aussi, c'est que le B qui est ici, il faut que je le nettoie et que je le laisse uniquement au format 8 bits. Donc, ce que je vais faire, je vais dire par exemple là, je vais l'appeler value égale. Donc, je prends le bit B et j'applique un masque. Et le masque, ça va être 0xFF. Voilà, donc je lui applique ça. Euh, et là, ici, je récupère donc un int. Donc ça, c'est plus facile. Là, ici, je récupère la partie entière. Et cette partie entière, ça va être le nombre que je vais avoir sera vraiment en format 8 bits. Parce que là, ici, un int, c'est un format 4 octets. Et donc là, cette fois-ci, j'aurai que le premier octet qui va être concerné et tous les autres octets vont être à 0.
Ça sera plus facile à traiter. Ensuite, ce que je dois faire, je dois prendre le A et le décaler de 4 bits. Donc, je prends value, ouais, value, je le décale de 4, voilà, et je vais lui appliquer un masque sur les 4 octets. Donc, et donc x0f. Là, comme ça, c'est fait. Donc ça, automatiquement, c'est un int, hein. Donc là, j'ai le premier int B1. Ensuite, après, je prends pour cette partie-là, le deuxième. Donc je vais faire int B2. Donc cette fois-ci, ça va être value. Et j'applique le masque 0. Donc ça veut dire que là, je garde que les 4 bits. Voilà. Et ensuite, maintenant, ce que je peux faire, c'est ajouter cette structure, l'ajouter dans mon objet X au format hexadécimal. Donc comment je vais faire? Donc je vais faire X, point, donc j'ajoute. Et donc je vais utiliser la classe character. Dans la classe character, je vais utiliser for, il me manque un morceau. Character.for digit. Et donc là, je vais lui passer le bit B1. Et là, je vais préciser que je travaille en hexa. Donc je fais la même chose pour le bit B2. Voilà. Donc comme ça, j'ai bien ajouté mon premier octet. Je l'ai transformé en 2 caractères hexa. Et c'est fait. Et ensuite, quand tout ceci est terminé, ben, je return l'objet X. Donc return. Et je n'oublie pas de le mettre en toString, hein. Voilà. Donc là, voici ce que je vais faire. Donc là, que fait cette classe? Donc c'est la conversion d'un tableau de bytes en une chaîne hexadécimale. Donc on reprend bien donc n'importe quelle taille en une chaîne de caractères de taille fixe. Et comme j'avais précisé, caractère euh, on va dire hexadécimal. J'avais oublié de l'écrire, mais ça n'empêche pas de le réécrire. Donc hexadécimal. Donc un E. Donc comme ça, on respecte bien ce qui était marqué ici. Donc on va dire cette méthode permet de transformer un tableau de bytes en une chaîne hexadécimale. Ouais, ça c'est bien. Donc maintenant que j'ai ça, je peux retourner à cet endroit. Et à cet endroit, c'est là qu'il va falloir que j'indique ce que je vais faire. Donc je dois retourner quoi? Eh ben, je vais retourner, euh, c'est-à-dire le contenu de cette méthode. Donc là, je vais faire un return. Et donc la méthode, c'était, je l'avais appelé back to x et je passe le h. Voilà. Donc la structure, elle est faite. Donc on dispose
ici d'une méthode qui permet de hasher en respectant l'algorithme SAH 256. Donc là, j'avais un petit utilitaire qui était là. Et maintenant, ce que je vais avoir besoin, c'est d'un autre utilitaire. Maintenant, lorsque j'aurai haché mon mot de passe, il sera mis donc dans la base de données. Ensuite, lorsqu'une personne va se loguer, elle va rentrer un mot de passe qui va le rentrer avec ses caractères non hachés. Il va falloir vérifier que la chaîne de caractères de son mot de passe correspond bien à l'empreinte numérique qui a été stockée dans la base de données. Donc là, je vais fabriquer une autre méthode publique, statique. Elle va retourner un booléen pour vérifier est-ce que c'est bon ou pas bon. Et on peut l'appeler verify hash. Et lui va prendre deux paramètres. Il va prendre le message non haché. Donc on peut l'appeler message. Et il va prendre un deuxième paramètre qui est un string et qui correspond à la valeur stockée dans la base de données du hash. Donc on peut l'appeler comme ceci. Voilà. Donc là déjà, avant de commencer, on va s'assurer que tout est bon. Donc on va encore dire que les objets ne peuvent pas être nuls. Donc hop. Donc l'objet message, là, on va dire que ce message ne peut pas être nul. Donc on va dire message cannot be nul. Et on va faire pareil pour le deuxième objet qui est stored hash. Voilà, donc l'objet c'est voilà, et on va lui dire pareil. On se casse pas la tête, on met la même phrase. Donc voilà, comme ça c'est fait. S'il y a un moindre problème, il y a tout de suite l'exception qui va être levée. Et on a le message d'erreur. Donc maintenant, donc ce que je vais devoir faire maintenant, c'est calculer le hash du message qui est là. Et ensuite, après, je vais vérifier s'il est égal à celui qui est dans la base de données. On va faire un truc comme ça. Donc, string, on va faire comme ceci, je vais l'appeler, on va calculer le hash. Et donc là, ça va être le hash de S. Voilà, je recalcule donc le message. Voilà. Et ensuite, après, je vais devoir retourner un booléen. Donc, dans message digest, il doit exister une méthode qui permet de vérifier cette chose-là. Je vais faire comme ça pour l'instant. Message. Point. Donc c'est message digest. Point is. Ah. Donc on a la méthode is equals et il prend deux paramètres. Donc je vais devoir prendre le premier message qui est vers calcul h. Voilà. Et ça, je dois le transformer en. Je vais récupérer le tableau de bac qui a été mis on va dire,
en UTF-8. Donc là, je fais get byte. Voilà, et je vais faire appel à standard charset. Point, donc UTF-8. Et ensuite, on passe le deuxième paramètre. Donc le deuxième paramètre, ça va être le message qui a été enregistré dans la base de données. Donc là, et j'applique la même chose. Voilà. Donc ceci me retourne donc un booléen. Donc là, je peux faire return. Voilà. Donc là, je dispose bien d'une méthode qui me permet de faire cette chose-là. Donc là, je vais peut-être l'écrire ici. Voilà. Donc on va dire que cette méthode permet de vérifier si le message correspond, on va dire, au hash stocké dans la base de données. On peut dire un truc comme ça. Puisque ce hash a été enregistré. Oh, si j'écris pas bien. Voilà. Donc là, on a terminé. Donc ça, c'est l'algorithme qui permet de hasher. Cette méthode permet de hasher un message, on va dire, en utilisant l'algorithme, on va dire SHA 256. Voilà. Donc maintenant, ce que l'on doit faire, c'est passer au test. On va tester si ça fonctionne. OK. Donc on va aller ici. Donc là, je vais dire que c'est la test SH à 256. Donc on va faire plusieurs tests. Je vais prendre un premier message, message 1, et je vais dire que c'est bonjour. Je garde le même qui avait été utilisé lors de l'intro. Et donc on va faire le hachage de cette chose-là. Donc hash message 1 égale donc HR. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais afficher déjà pour voir ce que ça donne. Je vais mettre comme ça. Ah, ça marche pas. Ah, quand même. Hop. Donc là, je vais faire un saut de ligne. Voilà, et je vais rajouter donc le hash
de mon message. Donc déjà, on va tester, voir ce qu'on obtient comme résultat. Donc pour bonjour, voici ce qu'on obtient. Donc ça correspond à la chaîne, bah, comme ça je vais le copier. Euh, voilà, je vais le mettre là. C'était dans l'explication, j'avais là. Voilà, comme ça c'est plus logique. Je retourne là. Donc maintenant, on va vérifier si je rentre encore le message bonjour, je vais vérifier s'il me teste que c'est valide. Donc je vais faire string message 2 égale, je mets la même chose pour l'instant. Voilà, et je vais faire donc un booléen. Et donc je fais appel à la méthode hasher.verifie. Et donc là ici, voilà, et, et je vais dire identique, point d'interrogation, voilà, et je relance. Là, ils sont identiques. Si maintenant je reprends tout ceci et à cet endroit, je mets bonjour, false. Donc là, ça fonctionne. Donc là, maintenant, on dispose d'une classe qui va nous permettre de hacher menu, euh, nos mots de passe pour pouvoir les enregistrer dans la base. Donc ça, c'est important, hein. Donc je pense qu'on a bien avancé sur ce que je souhaitais mettre en œuvre. Je regarde si je ne devais pas parler d'autre chose par rapport à ce projet. Je ne pense pas. Donc, je considère que cette classe est terminée. On pourra l'utiliser prochainement pour hacher les mots de passe avant de les enregistrer dans la base de données. Donc, dans la prochaine vidéo, ben, je vais aller dans la même continuité. Je vais proposer de mettre en place une classe pour cette fois-ci chiffrer. Ah, je pense que j'ai dû oublier de parler de quelque chose dans la vidéo. Parce que le mot chiffrer, je viens de me rendre compte. Lorsque j'avais parlé du hachage, donc le hachage, ça permet de rentrer dans une machine, faire, on va dire, hacher, découper menu, quelque chose, et avec toujours la même manière. Et il sera impossible de recoller tous les morceaux. Donc ça, c'est hachage. La grande différence, c'est que le hachage, ça va dans un seul sens, alors que chiffrer va dans les deux sens. Le chiffrage, ça permet de chiffrer un message et aussi ça nous permet de le déchiffrer. Par exemple, je peux chiffrer l'email de la personne dans la base de données. Et si j'ai besoin de récupérer son email, eh ben, il faudra que je déchiffre son email. C'est pareil comme son nom, prénom, on va dire toutes les informations sensibles qui peuvent être réutilisées. Là, cette fois-ci, on va les chiffrer. Donc le chiffrage, c'est une opération qui va dans les deux sens. Alors que hachage,
un seul sens. Donc ça, c'est important. Je pense pas que je l'avais dit au début de la vidéo. Dans le doute, je préfère me répéter. Donc là, on dispose bien de la méthode d'une classe et ses méthodes pour travailler le hachage. Et donc, dans la prochaine vidéo, je vais proposer de mettre une classe pour faire du chiffrage en mettant en œuvre l'algo AES. Ça sera l'occasion de parler un peu de chiffrage. Et donc là, maintenant, lorsqu'on aura terminé ces deux classes, la classe de hachage et la classe de chiffrage, on pourra retourner ensuite sur toute la partie base de données pour chiffrer les informations dans la base. Donc, si vous avez aimé, bah, pensez à me laisser un pouce, bah, de vous abonner. Si vous avez des questions, bah, pensez à utiliser les commentaires. Allez, à la prochaine vidéo et d'ici là, que Java soit avec vous.